Bonsoir à tous. Merci au professeur Berenbaum de venir parmi nous parler de comment traiter une spondyloarthrite en 2021. C'est un vaste sujet et j'espère que vous serez apprécié cette conférence. Vous pourrez poser vos questions sur le chat sur votre droite et nous poserons les questions en fin de conférence. Je vous remercie à tous et vous souhaite une bonne conférence. Très bien. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Ça me fait bien plaisir Bon, ça aurait été mieux en face à face, mais maintenant il y a la visio. Ça a aussi des bons côtés pour les personnes qui en particulier ont du mal à se déplacer. Et donc, ça permet comme ça d'avoir l'information également. Effectivement, on m'a demandé de vous parler du traitement des spondylarthrites. Et puis, en discutant comme ça, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait deux thèmes principaux, on va dire, qui ressortent actuellement. Évidemment, le thème de la vaccination. Hein, c'est évident que là, en ce moment, on ne parle que de ça et ça soulève beaucoup d'interrogations. Donc, je vais vous faire vraiment un petit focus d'un petit quart d'heure sur la vaccination. Et puis, comme ça, vous pourrez aussi poser des questions sur ce sujet-là éventuellement. Et puis ensuite, pour le traitement, bon, soit je faisais un exposé très théorique, on va dire, et puis finalement peut-être un peu moins utile, soit, et c'est plutôt ce que j'ai décidé, de laisser une grande part du séminaire aux questions. Et je vais quand même simplement vous rappeler, parce que je suis persuadé que beaucoup d'entre vous déjà les connaissent, c'est les recommandations actuellement du traitement tel qu'un rhumatologue doit aborder le sujet. Et puis, évidemment, il y a la vision du rhumatologue avec les recommandations qu'on nous demande d'appliquer, à juste titre d'ailleurs, parce que ça s'appuie sur la littérature. Mais quelquefois, finalement, c'est pas toujours en ligne avec vous, vos questions ou vos interrogations. Et donc, voilà, on répondra, j'essaierai de répondre à vos différentes questions. Donc voilà, on va faire en gros peut-être une petite demi-heure de présentation, puis surtout laisser une demi-heure au moins aux questions et réponses, si vous êtes d'accord avec ça. Alors, bon, la vaccination. Premièrement, c'est pourquoi se faire vacciner contre cette fameuse maladie. Pourquoi se faire vacciner? C'est pour soi-même et c'est pour les autres. On se protège avec le vaccin, on protège les autres avec le vaccin. Alors, on le sait parce que maintenant, on a un recul incroyable hein, quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a maintenant 1,6 milliard, je dis bien milliard de personnes qui sont vaccinées dans le monde. Hein. C'est absolument phénoménal. Donc, on n'est plus à l'étape expérimentale. On est vraiment maintenant à très, 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 très grande échelle. Et on sait qu'ils préviennent les infections graves. En gros, quand on est vacciné, il n'y a pratiquement plus aucun risque de faire une forme grave de Covid. On peut parfois encore, hein, vous voyez les pourcentages, faire une petite grippette, comme on disait au tout début, quand on croyait que ça allait être le cas, ce qui n'était malheureusement pas le cas. On peut faire un petit peu quelques signes de Covid éventuellement quand on a été vacciné, même si au final, ça reste quand même très, très, très rare. Donc, c'est beaucoup moins sévère. Et on sait même aujourd'hui qu'on protège les autres. C'est vrai qu'on demande encore à garder le masque quand on a été vacciné. Ça, aux États-Unis, déjà, ils sont en train de lever cette obligation pour les personnes totalement vaccinées. En France, à mon avis, bientôt, ça va être également le cas parce que les études arrivent qui disent que quand on est vacciné, eh bien, en fait, on est plus contagieux ou vraiment de façon infinitésimale. Donc, du coup, on se protège et on protège les autres quand on est vacciné. Et évidemment, ce qu'on recherche, c'est l'immunité de groupe, l'immunité collective, c'est-à-dire qu'en gros, une fois que tout le monde est vacciné, le virus, il peut plus circuler. Il essaye actuellement, hein, il essaye de circuler. Alors du coup, il se modifie, il essaye de faire de nouveaux variants. C'est une guerre hein, contre le virus. Hein. Donc le virus, voyant que on met des barrières devant lui, il trouve des moyens, il essaie de trouver des moyens pour contourner le mur et il le contourne en essayant de faire des nouveaux variants. Donc c'est une course de vitesse. Et plus vite
on sera tous vaccinés et plus vite on l'aura isolé, il sera plus capable de faire des variants, ou du moins pas de variants agressifs. Qu'est-ce qu'on a comme vaccin à notre disposition? Aujourd'hui, on en a 4, on va dire quand même globalement 3, parce que le Janssen, il y en a très peu de disponibles. On a le Moderna et le Pfizer. On les regroupe parce que c'est les vaccins à ARN. Et on a l'AstraZeneca de l'autre côté, qui est un vaccin à vecteur viral. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, dans un cas, on prend un virus qu'on appelle un adénovirus, qu'on a rendu totalement inoffensif. Il ne peut plus se répliquer, il ne peut plus se multiplier, et on lui a intégré à l'intérieur un petit segment d'ADN qui va produire une protéine du virus Covid, donc le coronavirus. Et donc cette protéine, en fait, va être la cible de notre immunité, qui va donc se rebeller contre ce petit morceau de protéine et va créer comme ça une immunité, ce qui fait que si jamais à un moment donné, eh bien, on se retrouve confronté au virus entier, coronavirus, entier cette fois-ci, eh bien, il va être capable de le reconnaître parce qu'il aura un petit peu comme une sorte de label, une sorte d'empreinte qui va être reconnue, une sorte de code barre, si vous voulez, qui va être reconnu, et donc du coup, notre système immunitaire va aller contre ce virus. Le vaccin ARN, c'est pas tout à fait le même principe, mais au bout du compte, ça va revenir au même. Au lieu d'injecter un virus qui porte un petit fragment d'ADN qui va faire la protéine, là, on va directement injecter l'ARN de la protéine. Pour pouvoir faire une protéine, il faut de l'ARN. C'est cet ARN qui va être transformé dans nos cellules en protéine. Eh bien, on va mettre l'ARN qui correspond à la même protéine du virus. Ce qui fait que nos cellules, à partir de cet ARN, va fabriquer la protéine, cette même protéine, et de la même façon, notre immunité va aller contre cette protéine, et ça y est, on est parti dans notre immunité personnelle contre ce virus, si jamais on rencontre un virus avec cette protéine. Donc, je ne sais pas si j'étais très clair, mais vous pourrez me reposer des questions dessus si vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit, le résultat elle-même, c'est extrêmement efficace. Vous voyez ici les différentes efficacités qui sont absolument considérables contre les formes graves du virus. Il faut bien prendre en compte quand même le délai qui est nécessaire pour que nous puissions réagir, faire notre immunité vis-à-vis de ces vaccins. Il faut, vous voyez, c'est 10 jours après la deuxième injection qu'on est protégé. Dans un cas, la deuxième injection se fait en règle générale 4 à 6 semaines pour les vaccins ARN et 12 semaines pour le vaccin AstraZeneca. Alors, vous savez que le vaccin, on va revenir sur le vaccin AstraZeneca et c'est ce qui a été source de beaucoup de discussions. En tout cas, retenez que ce n'est pas un vaccin vivant. Il n'y a aucun risque de transmettre le Covid quand on a eu le vaccin. Actuellement, ça circule énormément sur les réseaux sociaux. C'est « je suis vacciné ». Ah là là, ces personnes vaccinées, elles vont contaminer les autres. C'est n'importe quoi. C'est vraiment du grand n'importe quoi. C'est absolument impossible. Il n'y a aucun risque de transmettre le Covid puisqu'on n'injecte absolument pas le virus du Covid. On injecte un petit bout de protéine. C'est vraiment c'est du n'importe quoi quand on dit que ça peut transmettre le Covid. Alors, il y a eu ces fameuses histoires de thrombose qui sont réelles. Il y a effectivement eu des cas de thrombose qui sont assez particuliers, qui d'ailleurs sont des thromboses qui sont comparables à ce que l'on voit dans de très 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 rares cas lorsqu'on injecte de l'héparine. Il y a une réaction parfois chez très très peu de personnes chez qui on injecte de l'héparine qui font ce genre de thrombose. Et là, avec ce vaccin, on a rencontré le même type de problème. Mais il faut vraiment relativiser. Regardez à droite le risque de faire un caillot, donc c'est thrombose, un caillot. 4 cas sur 1 million de vaccinations par AstraZeneca, alors que quand on fume, eh bien, c'est 1763 cas par million de fumeurs. 0,18% versus 0,0004%. Donc, c'est juste un exemple, mais le fait d'avoir une infection à Covid est un facteur de risque de thrombose. Donc,
se vacciner avec même ce vaccin AstraZeneca et avoir peur du risque de thrombose, finalement, n'est pas réaliste quand on voit le risque de faire une thrombose quand on a l'infection à Covid. Donc, il vaut bien mieux se protéger, même avec le vaccin AstraZeneca, plutôt que de prendre le risque d'attraper le Covid. Et à gauche, c'est d'autres chiffres qui vous montrent vraiment qu'il faut absolument relativiser ces chiffres. On est presque dans un risque comparable à se faire foudroyer. Donc, vous voyez, hein, franchement, le risque est quand même infinitésimal. Ceci dit, par mesure de précaution, on conseille quand même, lorsque l'on a moins de 55 ans, parce qu'on n'a vu quasiment aucun cas chez les personnes de plus de 55 ans. Donc, on conseille quand même chez les personnes de plus de 55 ans de se faire vacciner plutôt avec un vaccin à ARN, que ce soit Pfizer ou Moderna. Une grande question qui se pose, c'est la fameuse troisième dose. Qui est éligible à cette troisième dose? Alors, il y a un cadre qui est bien précis. La troisième dose, elle est réservée aux personnes qui sont soit sous corticoïdes à plus de 10 mg par jour, soit sous azatioprine ou Immurel, soit sous mycophénolate méfotil, soit sous cyclophosphamide ou endoxan, soit sous rituximab ou Maptera. Voilà, ça c'est le cadre. Une troisième dose, c'est pour ces personnes traitées avec ces médicaments-là. Bon. Il n'y a pas d'augmentation du risque de forme grave de Covid observé à ce jour avec méthotrexate, anti-TNF, anti-récepteur IL-6, c'est-à-dire le tocilizumab essentiellement, l'abatacept, les anti-IL-17, et ça concerne tout particulièrement les personnes qui ont une spondylarthrite et qui peuvent recevoir cette famille de médicaments, ou les inhibiteurs de JAK qui commencent à pointer leur nez, et y compris dans les traitements de spondylarthrite. Jusqu'à présent, il n'a pas été vu d'augmentation du risque de forme grave de Covid avec ces différents médicaments. Ce qui explique pourquoi les personnes qui sont sous l'une de ces biothérapies ne faisaient pas partie et ne font toujours pas partie des personnes considérées à haut risque de forme grave de Covid qui auraient pu justifier d'une vaccination plus tôt que la population générale. Et que, d'autre part, il n'y a pas de troisième dose nécessaire sous ces traitements-là. Ce qui a été évoqué à un moment donné, et ce qui est parfois proposé, c'est de se dire on va faire une sérologie. Une sérologie, c'est le fait de rechercher dans le sang la présence d'anticorps dirigés contre le virus. Et pour d'autres maladies, on recherche les anticorps pour savoir si on est protégé contre la maladie en question. Il se trouve que pour la Covid, le fait d'avoir des anticorps dans le sang signe effectivement qu'on a été en contact avec le virus, mais ne prédit en rien la réponse vaccinale d'une part, c'est-à-dire qu'en gros, ce n'est pas parce qu'on a 0 anticorps après vaccination Covid que pour autant on n'est pas protégé, et que d'autre part, ce n'est pas parce qu'on a des taux très élevés avec après vaccination que pour autant on peut se dire on est tranquille, c'est sûr qu'on est protégé à 100%. Il n'y a pas de corrélation. La raison est la suivante, c'est que notre immunité, elle est faite à la fois d'anticorps, mais également on a des cellules dans notre corps qui sont capables de lutter contre les infections. Quelquefois, il y a des maladies pour lesquelles seulement les anticorps suffisent pour pouvoir être protégés contre l'infection en question. Pour la Covid, en fait, l'immunité, aussi bien par anticorps que par cellules, peut être efficace. Et donc, on peut très bien ne pas avoir d'anticorps et être protégé parce qu'on a une très bonne immunité cellulaire. Et on peut très bien avoir des anticorps au plafond, et si l'immunité cellulaire n'est pas excellente, peut-être ne pas avoir la même protection que d'autres personnes. Donc, vous voyez que s'appuyer sur la sérologie pour décider d'une troisième dose, par exemple, aujourd'hui, en fait, ne s'appuie pas sur des éléments scientifiques très solides. D'accord? Donc, voilà pourquoi, aujourd'hui, c'est 2 injections qui sont préconisées et non pas 3. Il n'y a pas de troisième injection en dehors, encore une fois,
des médicaments, des personnes qui sont traitées avec les médicaments que j'ai cités précédemment. Voilà ce que je voulais vous dire avec le vaccin et donc on ouvrira la discussion à la fin pour tout de suite aller sur le traitement des spondyloarthrites en 2021. Ben écoutez, vous allez voir que ce n'est pas compliqué finalement lorsque l'on a un regard purement, on va dire, rhumatologique, voilà, d'un médecin qui, voilà, il va suivre une sorte, et ça c'est utile quand même, hein. Après il y a du cas par cas, bien évidemment, mais c'est utile quand même d'avoir un cadre avec des recommandations bien précises qui s'appuient sur une littérature très très riche. On a maintenant des centaines et des centaines de travaux scientifiques dans le monde qui nous permettent maintenant d'aller vers ces recommandations qui sont les recommandations de la Société française de rhumatologie, qui sont en accord total avec les recommandations de l'organisation européenne, l'EULAR, l'organisation européenne de rhumatologie, et qui sont en accord avec les recommandations américaines de rhumatologie de l'ACR. Donc on est tous d'accord, c'est très consensuel. Voici ces recommandations. On va les passer en revue et tout ça c'est pour ouvrir la discussion, hein, d'accord? Alors, premièrement, l'objectif de la prise en charge doit être l'obtention et le maintien de la rémission clinique ou à défaut un faible niveau d'activité. D'accord? C'est-à-dire qu'on a un objectif. C'est notre cible. C'est dans notre jargon ce qu'on appelle le treat to target, le traitement à la cible. Notre cible, c'est qu'on veut que vous soyez en rémission. Ça veut dire, on ne parle pas de guérison, parce que comme vous savez, dans les maladies chroniques, on n'utilise pas le mot guérison, parce que sinon, si jamais on utilise le mot et puis que 10 ans après, il y a une poussée de la maladie, eh bien, dans ces cas-là, vous serez tout à fait à même de nous dire, bah, vous m'aviez parlé de guérison, et ben, vous voyez, 10 ans après, donc vous m'avez trompé. Donc, on n'utilise pas ce terme-là. On utilise le terme de rémission clinique. Au bout du compte, c'est le fait que vous ne ressentiez plus de douleur en rapport direct avec la maladie. Ou à défaut, un faible niveau d'activité, parce que quelquefois, c'est vrai qu'on n'arrive pas à cette rémission et on accepte malgré tout un faible niveau d'activité, c'est-à-dire ce qui est compatible quand même avec une vie quasi normale. Un outil validé doit être utilisé pour évaluer l'activité de la maladie. Alors, ça veut dire quoi, ça? Eh bien, ça veut dire que peut-être régulièrement, on vous soumet à un questionnaire qui peut être soit le BASDAI, soit l'ASDAS. Il y a différents questionnaires qui sont utilisés où en fait on vous pose des questions et vous répondez sur une ligne qui va de 0 à 10 ou de pas du tout à énormément sur lequel vous allez mettre une petite croix sur cette ligne et qui va en fait nous donner pour nous énormément d'informations. Pourquoi? Parce que c'est standardisé et que finalement, d'une consultation à une autre, on va pouvoir comparer. Et finalement, on s'aperçoit que même si vous hésitez parfois en mettant la croix bah, plutôt là ou plutôt là, finalement, pour vous-même, au niveau individuel, c'est extrêmement précis finalement pour nous, parce que quand on va comparer vos valeurs à vous. Et votre hésitation, vous l'aurez de la même façon et dans la même marge la fois d'après. Et donc, au final, c'est très informatif pour nous. L'arrêt du tabac doit être systématiquement préconisé, l'activité physique doit être encouragée, les régimes alimentaires d'exclusion ne devraient pas être conseillés. On en parlera. Ça, c'est tout ce qu'on appelle les traitements non pharmacologiques. Il ne faut absolument pas les délaisser. On sait aujourd'hui que tout cela est extrêmement important et utile. On y reviendra très certainement. Et enfin, les comorbidités cardiovasculaires, l'ostéoporose, ça doit être dépisté selon les recommandations en vigueur. Vous savez, ces fameuses comorbidités dont on parle tant, c'est-à-dire en fait toutes les maladies qui peuvent coexister avec votre spondylarthrite, pas nécessairement induites par la maladie, hein, pas nécessairement induites par les médicaments, mais le fait qu'elles coexistent parce que quand on a une maladie chronique, eh bien, et qu'on a 40, 50 ans, 60 ans, eh bien, c'est pas parce qu'on a une maladie chronique que pour autant on est vacciné contre les autres. Hein. Voilà, un train peut en cacher un autre, il peut y en avoir plusieurs, et il faut les prendre en compte. Et c'est vrai que quand on a une inflammation chronique, on est plus à même de faire des problèmes cardiovasculaires, on est plus à même de faire un problème d'ostéoporose quand on a moins d'activité physique. Alors voilà, l'information, l'éducation, ça doit faire partie de la prise en charge. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, par exemple,
Bien évidemment, tout ça, ça aide à la décision médicale partagée. C'est vraiment maintenant un terme qu'on utilise de plus en plus, qui est extrêmement important. On ne prend pas une décision seule dans son coin, ça ne marche pas. Quand le médecin dit vous faites ça et vous ne faites pas autrement, bah oui, bah vous allez dire oui, hein, et au final, ça aura servi à rien parce que bah, s'il n'y a pas de décision partagée, finalement, eh bien, le résultat n'est pas bon, on le sait très bien. Et vous voyez que dans les recommandations, c'est noté noir sur blanc, les associations de malades, c'est absolument fondamental. J'aime de moins en moins le terme malade, d'ailleurs, maintenant je préfère dire les associations de personnes ayant telle maladie. Voilà, parce qu'on n'est pas un malade, on est une personne avec un problème de santé. Alors, les exercices à domicile, les programmes spécifiques d'auto-exercice, c'est préconisé. Vous savez que quand on a une spondylarthrite, il faut bouger. Bon, maintenant, on dit ça d'ailleurs pour toutes les maladies, hein. Mais en particulier la spondylarthrite, qui a tendance, à cause de ses douleurs, à faire qu'on bouge moins. Surtout, en plus, c'est la colonne vertébrale qui nous sert justement à bouger énormément. Donc, il faut effectivement faire en sorte de bouger. La kiné, c'est très utile, surtout quand on ne fait pas d'activité physique par soi-même, hein, parce que sinon, hein, moi très souvent je dis, bah voilà, est-ce qu'il y a une activité physique que vous aimez faire? Oui ou non? S'il y en a une que la personne aime faire, et ben dans ces cas-là, faites-la, c'est pas nécessaire, indispensable d'aller chez le kiné. En revanche, s'il n'y en a pas, là c'est extrêmement utile parce qu'il va montrer aussi les exercices à faire ensuite à la maison, mais toute activité physique est bonne à prendre. Les anti-inflammatoires, c'est le traitement de première intention. C'est indiqué en première ligne, hein, et quand c'est efficace, on le poursuit autant de temps qu'il le faut. Il y a des périodes parfois où il en faut un peu plus que d'autres périodes, hein. Il y a des poussées, hein, souvent, et donc c'est souvent au cours des poussées qu'on prend plus de médicaments. Et quand on n'est plus en poussée, souvent on réduit. Et tout ça, c'est très bien. C'est comme ça qu'il faut faire. Et la majorité, hein, des personnes qui ont une spondylarthrite, eh bien, sont on va dire, avec un anti-inflammatoire, arrive à trouver l'équilibre, et c'est très bien comme ça. Après, je sais bien qu'il peut y avoir des difficultés pour que le médicament soit toléré. Je sais aussi très bien que quelquefois ça ne suffit pas et qu'il faut avoir recours à d'autres médicaments. Évidemment, on va y revenir. Les antalgiques, c'est-à-dire en gros le paracétamol, éventuellement le tramadol, éventuellement les opioïdes un peu plus forts avec la codéine, ça peut parfois rendre service. Un certain nombre de personnes qui ont une spondylarthrite en prennent. Bon, souvent c'est insuffisant, hein, et quand on a à la fois des anti-inflammatoires et de fortes doses d'antalgiques, surtout si c'est des antalgiques qui rendent dépendants comme le tramadol ou les opioïdes, voilà, ça vaut le coup de se poser la question de savoir s'il n'y a pas une alternative, parce que au très long cours, c'est peut-être pas non plus l'idéal d'avoir ces traitements à forte dépendance à long terme. Alors, les traitements de fond conventionnels, là aussi, je suis persuadé qu'il va y avoir des questions dessus. C'est envisagé uniquement quand il y a des atteintes périphériques, hein. Vous savez qu'on différencie les atteintes périphériques, c'est-à-dire les mains, les pieds, les genoux, les coudes, les épaules. Ça, c'est des atteintes périphériques. L'atteinte axiale, eh bien, c'est la colonne vertébrale, les articulations sacro-iliaques au bassin, et puis parfois on intègre aussi les hanches dans ces atteintes axiales, mais là c'est un petit peu à la frontière entre axial et périphérique. Voilà. En revanche, quand il y a une atteinte axiale pure, on s'est aperçu qu'en fait finalement c'était souvent extrêmement peu efficace, et donc dans les recommandations, on ne l'indique plus. Pour les formes axiales, c'est là où viennent les biomédicaments, et on va y revenir dans le tableau que je vais vous présenter un petit peu plus loin. Et pour les formes périphériques, on a aussi ces mêmes biomédicaments. On retrouve les anti-TNF, on retrouve les anti-IL-17, peut-être un peu plus également les anti-IL-23. En fait, c'est anti-IL-12, IL-23 ou ustekinumab, on va y revenir. Voilà. Mais souvent, c'est les anti-TNF en première intention. Et c'est en cas d'inefficacité ou d'intolérance à un premier biomédicament qu'on peut avoir recours à un deuxième biomédicament. On peut switcher. Et je pense que certains d'entre vous ont peut-être déjà eu ce type de nécessité de switch. En cas de rémission ou de faible activité maintenue au moins 6 mois sous biomédicament, c'est là où on va pouvoir commencer à réfléchir à espacer
les administrations, voire à réduire la posologie. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est un petit peu fonction du traitement que l'on reçoit. Par exemple, les anti-inflammatoires, souvent on réduit la posologie. Une biothérapie comme un anti-TNF, souvent en espace plutôt qu'on réduit. Enfin voilà, il y a plusieurs possibilités. Et puis bon, la chirurgie, c'est vraiment des cas extrêmement particuliers. Alors l'indication d'un biomédicament, voilà. On arrive sur les tableaux qui nous aident beaucoup pour décider des traitements. Quand on a une forme qui est purement axiale et que les anti-inflammatoires sont insuffisants, vous voyez qu'on s'appuie sur ce que je vous ai dit, l'ASDAS ou le BASDAI, c'est ces fameux questionnaires où on arrive à standardiser un petit peu le niveau d'inflammation et de handicap avec ces éléments-là. Eh bien, lorsqu'il y a une réponse à INS insuffisante ou une inflammation sur la CRP ou bien ces questionnaires qui ne sont pas bons hein, selon nos critères à nous, eh bien, dans ces cas-là, ça peut être l'indication d'un biomédicament. Une spondyloarthrite périphérique, donc purement périphérique, dans ces cas-là, eh bien, on va s'appuyer moins sur l'ASDAS et le BASDAI parce que ça, ce sont des questionnaires qui sont quand même beaucoup plus pour les atteintes axiales. Hein, les questions correspondent plus à l'atteinte axiale, même s'il n'y a pas que ça, mais il y a quand même beaucoup de ça. Donc, du coup, on s'appuie sur l'inflammation, la douleur et éventuellement, comme on est en périphérie, on peut également proposer des infiltrations. Hein. Par exemple, moi, j'ai déjà vu des personnes qui ont une atteinte à la fois axiale et périphérique. Le traitement a très bien marché sur l'atteinte axiale, mais il reste quand même un genou qui reste inflammatoire malgré le traitement, qui peut même être avec la biothérapie. Pour autant, il reste quand même le genou. Eh bien, on peut infiltrer le genou et puis on voit ce qui se passe. Hein, et dans ces cas-là, on a fait à la fois un traitement par voie générale et un traitement par voie locale. Ça peut aider. Mais si même ça ne marche pas, eh bien, on peut à ce moment-là réfléchir à un biomédicament. Et puis, il y a l'atteinte. Alors oui, l'atteinte périphérique anthésitique, ça veut dire quoi? L'anthèse, c'est la petite partie du tendon qui n'est pas vous savez, les tendons, ça vient s'insérer dans l'os et ça sert c'est ce qu'il y a à l'extrémité d'un muscle, hein, voilà. Et c'est ce qui sert à faire bouger une articulation. Il nous faut un tendon pour pouvoir bouger, puisqu'en tirant sur le tendon, ça fait mobiliser l'articulation. L'anthèse, hein, on vous parle beaucoup d'anthèse, c'est la toute petite partie du tendon, au bout du tendon, qui vient s'insérer dans l'os. Ce n'est pas encore de l'os, mais c'est plus vraiment du tendon. Cette toute petite partie, ça s'appelle l'anthèse. Dans la spondylarthrite, c'est cette petite partie-là qui est inflammatoire. Voyez? Et donc, nos traitements ont bien souvent comme objectif de traiter cette inflammation de l'extrémité du tendon qui s'appelle l'anthèse. Et il y a un endroit où il y a une anthèse, entre autres, hein, parce que tous nos tendons, par définition, dans tous nos tendons, il y a une anthèse. Hein, donc, il peut y avoir une inflammation n'importe où, on peut dire. Hein. Mais au niveau du tendon d'Achille, eh bien, il y a une anthèse qui est particulièrement sensible dans la spondylarthrite et qui peut devenir inflammatoire. On est en périphérie, puisqu'on est au niveau du pied. Mais là, dans le tendon d'Achille, on va parler de l'anthésite d'Achille. Eh bien, c'est là ce qui est sur cette diapo vous est présenté comme la SPA périphérique anthésitique. Hein, c'est un exemple. Dans la spondylarthrite axiale, les anthèses sont au niveau de la colonne vertébrale. Pourquoi est-ce qu'on a mal dans la colonne vertébrale la nuit, le matin au réveil, dans une spondylarthrite? C'est parce que notre colonne vertébrale, elle est entourée de tendons, en fait. Et c'est tous ces tendons qui viennent entourer notre colonne vertébrale, c'est d'ailleurs plutôt des ligaments, eh bien, c'est bourré d'anthèses, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a ces douleurs au niveau axial. Et puis, il y a l'atteinte périphérique articulaire qui correspond là, cette fois-ci à des arthrites. Hein. Là, c'est vraiment l'inflammation de l'articulation. Et là, eh bien, c'est là où on peut s'appuyer sur les DIMARD, c'est-à-dire les traitements de fond symptomatiques, synthétiques. Les traitements de fond synthétiques, c'est-à-dire en gros, globalement, c'est surtout le méthotrexate et la salazopyrine. Voilà. Et s'il y a malgré ça l'échec de ces traitements de fond synthétiques et des articulations gonflées ou douloureuses nombreuses, alors dans ces atteintes périphériques articulaires, on peut mettre un biomédicament. Et ma dernière diapo, avant de passer aux questions-réponses,
c'est de vous montrer un petit peu le schéma global, on va dire, d'ensemble, avec, voilà, la maladie est active, on donne des anti-inflammatoires, plus ou moins infiltration si jamais on a des atteintes périphériques. Les anti-inflammatoires sont efficaces, parfait, on reste comme ça. Les infiltrations ne sont pas efficaces, c'est un échec et c'est une forme axiale, colonne vertébrale, articulation sacroiliaque. Alors on passe directement à l'injection d'un biomédicament. Quand je dis échec des anti-inflammatoires, on ne s'arrête pas à un seul essai d'un anti-inflammatoire. On va en essayer au moins deux, même parfois plus. Et c'est parce qu'il va y avoir échec à dose optimale d'au moins 2 AINS que l'on va éventuellement aller vers un biomédicament. Quel biomédicament? Soit un anti-TNF, on en a 5 à nos dispositions, sans compter tous les biosimilaires, soit un anti-IL-17. On en a 2 actuellement essentiellement. Je me demande même s'il n'y en a pas maintenant un troisième. Je crois qu'il y en a 2. C'est le secukinumab essentiellement, et puis maintenant il y en a un autre qui est le Taltz, qui est un autre anti-IL-17 qu'on utilise aussi. Et s'il y a échec, bon, bah, on fait une rotation, on change, on va changer de biomédicament jusqu'à trouver le bon. Si l'atteinte est périphérique, et qu'il y a eu échec des AINS et des infiltrations, c'est là où on va considérer les conventional synthétiques d'IMARD. D'accord? CS. C'est quoi? C'est en gros méthotrexate salazopyride, et éventuellement aussi les flunomides. S'il y a échec, c'est là où on va aller vers le biomédicament et on est un petit peu dans la même séquence que là, sauf qu'on va rajouter un anti-IL-23, comme par exemple l'ustekinumab, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Alors, en voyant tout petit a été rajouté l'apremilaste ou Otezla. C'est un traitement qui est surtout utilisé dans le psoriasis cutané et qui peut être utilisé dans ses formes parfois périphériques. Je vais vous avouer quand même, bien souvent, on a un échec avec ça. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a été mis en petit. Voilà, je termine sur cette diapo parce que vous avez entendu parler des nouvelles familles de médicaments ciblés qu'on appelle les JAK inhibiteurs. Les JAK inhibiteurs sont des traitements ciblés non biologiques. C'est une nouvelle famille de médicaments qui va agir dans les cellules inflammatoires à l'intérieur même des cellules, ce qu'on appelle les voies de signalisation. Quand on a une je sais pas, imaginons que on a une biothérapie avec, imaginons un anti-IL-6 par exemple, ou un anti-TNF. L'anti-TNF va aller contre un récepteur qui est à la surface d'une cellule inflammatoire. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire la biothérapie, elle fait quoi? Elle va empêcher cette signalisation à l'intérieur de la cellule et donc il n'y aura plus d'inflammation. Là, en fait, au lieu d'aller agir à l'extérieur de la cellule, on va utiliser une nouvelle famille de médicaments qui va carrément bloquer à l'intérieur même de la cellule la signalisation. Donc, on laisse à l'extérieur tous les récepteurs pour les molécules de l'inflammation, pour le TNF, pour l'IL-6, mais on a bloqué l'intérieur. Et à l'intérieur, du coup, il va y avoir comme conséquence la disparition de l'inflammation. Donc voilà, on a actuellement 4 médicaments JAK inhibiteurs, le Xeljanz, le Rinvoq, le Jyseleca et l'Olumiant. Les 2 là sont uniquement pour la polyarthrite rhumatoïde, pour le moment en tout cas, et puis les 2 autres, le Xeljanz, c'est pour le rhumatisme psoriasique, le Rinvoq a son indication pour la spondylarthrite et le rhumatisme psoriasique. Voilà, donc vous en avez déjà certainement entendu parler. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Vous voyez que j'ai essayé d'être assez rapide et concis pour laisser surtout la place aux questions, parce que je pense que c'est sûrement ce que vous attendez et ce serait assez frustrant de ne pas pouvoir répondre à un maximum de vos questions. Et voilà, donc je vous passe la parole. Merci beaucoup pour ces explications concrètes et synthétiques. Donc, Fabienne, est-ce qu'il y a des questions? Sûrement beaucoup. Alors oui, nous avons des questions pour le professeur. Oui. Première question, en cas sous spondylarthrite, le vaccin AstraZeneca ou ARN, lequel des deux est à privilégier? Bon, alors, on a l'habitude de dire, et je vais le répéter, le premier qui
est disponible le plus rapidement possible pour vous. Voilà. C'est-à-dire que si le vaccin Pfizer ou Moderna n'est pas disponible, eh bien, faites-vous vacciner avec l'AstraZeneca. Et même si la deuxième injection eh bien, est un vaccin ARN, il y a une étude qui vient juste de sortir, qui n'est d'ailleurs pas encore publiée, mais présentée, et qui montre que lorsqu'on a eu la première injection avec l'AstraZeneca, ce qui est peut-être le cas pour certains d'entre vous, et qui maintenant ne peuvent plus recevoir une deuxième injection par AstraZeneca parce que c'est devenu maintenant contre-indiqué pour les moins de 55 ans, eh bien le fait d'avoir une deuxième injection, cette fois-ci avec un vaccin ARN, ne pose pas de problème. C'est bien toléré et c'est efficace. Peut-être un tout petit peu plus d'effets secondaires très très mineurs, peut-être un petit peu plus de fièvre, mais c'est même pas sûr. Donc voilà. Après, si vous avez le choix, mon impression, par la lecture, hein, mon impression, c'est pas, on s'en fout un peu de mon impression, c'est surtout à la lecture des études, c'est que le vaccin Pfizer a l'air de Pfizer ou Moderna, hein, parce que c'est deux vaccins ARN très proches, ont l'air d'avoir une protection un peu supérieure pour les formes mineures. Mais les deux vous protégeront, les deux, c'est-à-dire à la fois l'AstraZeneca, vaccin adénovirus, ou les vaccins ARN, les deux vous protègent à 100% quasiment contre les formes sévères de Covid, et au final, c'est quand même ça qu'on cherche. Le choix du vaccin AstraZeneca ou ARN messager est-il une question d'âge? Oui, c'est une question d'âge parce que là maintenant, de toute façon, il n'y aura pas de médecin qui injectera l'AstraZeneca à des personnes de moins de 55 ans. C'est interdit. C'est une mesure de précaution, hein, comme je l'ai dit. Et donc, si vous avez moins de 55 ans, vous recevrez obligatoirement soit le Pfizer, soit le Moderna. Vous n'aurez ni l'AstraZeneca ni le Janssen. En cas d'infection de la Covid, quel délai est préconisé pour l'injection? Alors, quand on a eu la Covid, il ne faut pas faire le vaccin avant 3 mois. Entre nous, entre 3 mois et 6 mois, vous risquez pas grand-chose. Vous pouvez éventuellement, vous savez qu'on peut rattraper la Covid, hein, puisqu'il y a des variants, donc c'est pas parce qu'on en a eu une fois qu'on l'aura plus après. Moi, j'ai eu dans le service beaucoup de patients beaucoup de personnes qui ont eu la Covid. Je ne parle pas de personnes qui ont eu une spondylarthrite nécessairement, hein, même des personnes qui n'avaient absolument aucune autre pathologie, qui ont eu la Covid au mois d'avril 2020 et qui sont revenus au mois de janvier avec à nouveau la Covid, hein. Donc c'est possible de l'avoir deux fois, mais en ce qui concerne le délai, on n'a pas deux fois la Covid en moins de 3 mois. Donc vous êtes protégé quand vous avez eu la Covid. Vous êtes protégé temporairement pendant quelques mois. On ne sait pas très bien pendant combien de temps. Et d'ailleurs, c'est certainement variable d'une personne à une autre. Certaines personnes probablement sont protégées aussi bien que si elles avaient été vaccinées, et d'autres peut-être ne seront protégées que pendant 3 mois. Ça explique pourquoi, quand on a eu la Covid, on se refait vacciner après 3 mois et on n'aura qu'une seule injection, ça suffira. En gros, le fait d'avoir eu la Covid, c'est comme si vous aviez déjà eu une fois l'injection. Le vaccin est-il aussi efficace que d'avoir eu une Covid? Voilà. La réponse est on ne sait pas. La réponse est, quand on a eu une fois la Covid, on est protégé pendant quelques mois derrière, ça c'est sûr. Pendant combien de temps? On ne sait pas, c'est très variable d'une personne à une autre. Et voilà pourquoi, en fait, on doit refaire le vaccin, on doit faire le vaccin, et on est exempté de la deuxième injection. Si récidive de Covid, est-il possible que la deuxième infection à la Covid soit de forme plus grave? C'est très rare, très 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 rare. C'est possible, je l'ai vu moi. Vous savez que mon service de rhumatologie pendant près de 2 mois a été transformé en unité Covid. Bon, heureusement maintenant c'est terminé
depuis plus de 2 semaines, mais ça a été le cas. Du coup, j'ai vu beaucoup de personnes touchées par la Covid et j'ai vu exceptionnellement, peut-être sur l'ensemble, j'ai peut-être vu 2 fois une personne qui avait eu la Covid la première fois avec une forme bénigne et qui a été hospitalisée pour la deuxième Covid. Donc oui, c'est possible, mais la grande majorité des cas, quand on a eu une fois la Covid, eh bien la deuxième est tout de même moins sévère. Mais c'est quand même possible, ça explique pourquoi de toute façon on préconise la vaccination. Une question sur le cannabis thérapeutique. Ah oui. Les personnes atteintes de rhumatisme inflammatoire chronique peuvent-elles en bénéficier si errance au traitement, au diagnostic, Oui. enfin Oui. au traitement, oui voilà, au traitement. Et alors écoutez, c'est une très bonne question. Et comme vous savez, en France pour le moment, on ne peut pas l'utiliser dans cette optique-là. Hein. C'est en cours d'expérimentation et pas dans les rhumatismes. Aucun rhumatisme pour le moment. Donc la réponse pour le moment est non en France. Vous savez qu'au Canada, ils sont extrêmement avancés dans ce domaine-là. J'ai présenté il y a 8 jours dans le service à mes médecins une présentation qui a été réalisée par un médecin canadien à la Société canadienne de rhumatologie. C'est une association de personnes touchées de rhumatisme, atteintes de rhumatisme. Donc c'est pour une association de patients. Je pourrais éventuellement, si vous le souhaitez, vous communiquer le lien qui est en accès libre sur YouTube et qui informe très bien sur la question du CBD dans les rhumatismes inflammatoires et également pour les spondylarthrites. Et donc, vous aurez comme ça ainsi toutes les informations. C'est une conférence d'1 heure avec, comme on est en train de faire là, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord une petite présentation sur le CBD et généralité, etc. Et puis après, des réponses aux questions des personnes du web séminaire. Donc, si ça vous intéresse, franchement, vous pourrez y aller. Moi, mon sentiment, c'est que on manque énormément d'études sur le sujet, beaucoup d'études bien faites sur le sujet, que visiblement, il semblerait que ça puisse pouvoir rendre service parfois à certaines personnes, mais la difficulté pour le moment, c'est d'identifier vraiment les personnes chez qui ça pourrait rendre service, et que d'autre part, il faut bien différencier le cannabis du CBD, c'est-à-dire le cannabis dans le sens, le cannabis quand on fume, hein, il y a énormément de produits à l'intérieur, dont certains qui peuvent rendre dépendants, et le CBD qui est un des composés qui lui ne rend pas dépendant et qui pourrait peut-être avoir des propriétés intéressantes. Mais si vous suivez cette conférence, vous comprendrez beaucoup mieux. Donc pour ceux que ça intéresse, qui ont un petit peu de temps, ils pourraient suivre. C'est fait vraiment pour le grand public. Donc vraiment très intéressant. Je pourrais vous communiquer le lien. Maintenant, nous passons aux questions sur plutôt la spondylarthrite, enfin sur la maladie. Comment est évaluée la rémission ou le niveau d'activité? Est-ce uniquement avec des questionnaires ou doit-il y avoir des examens médicaux réguliers et dans l'affirmative, lesquels? Oui. L'activité de la spondylarthrite, ça s'appuie essentiellement sur les questionnaires. Pourquoi? Parce que dans ces questionnaires, les questions posées ont été évaluées et ont été données à des millions de personnes qui étaient soit en poussée, soit pas en poussée. Et en fonction des réponses, on a pu établir comme ça les meilleures questions qui permettent de différencier les personnes qui sont en activité, c'est-à-dire en poussée, des personnes qui ne sont pas en activité. Donc, on s'appuie beaucoup sur ça. Moi, je m'appuie beaucoup sur le BASDAI, hein, parce que c'est 6 questions simples et qui donnent un certain nombre d'informations, qui intègrent également la fatigue, hein, parce que ça, je sais bien que c'est une vraie problématique. Évidemment qu'on regarde également les prises de sang et en particulier la CRP,
mais qui est un marqueur d'inflammation. Mais j'avoue que j'ai beaucoup de personnes qui sont en poussée et avec pour autant une CRP qui ne monte pas. Donc, ça peut faire partie des éléments. Hein. C'est vrai que, voilà, imaginons que le BASDAI, qui est une échelle entre 0 et 100, hein, c'est une moyenne en fait, et on arrive entre 0 et 100, et on dit en général que quand on est au-dessus de 40, c'est qu'a priori, on n'a pas contrôlé la spondylarthrite. Si en plus de ça, la CRP est augmentée, est élevée, ça va être un argument de plus pour dire que oui, là vraiment, il y a une activité augmentée. Mais il faut aussi se méfier de l'interprétation des questionnaires. Les questionnaires, c'est important, on en tient compte énormément, mais il n'y a pas que les questionnaires non plus. Hein. Voilà, il faut aussi tenir compte. Je vais vous donner un exemple. On a parfois du mal à faire la part entre une poussée de spondylarthrite et des douleurs de fibromyalgie. Il y a souvent une intrication des deux en plus. Et ça peut fausser un peu les questionnaires. Fausser, pas dans le sens où la personne elle répond aux questions, mais fausser dans le sens avoir des chiffres élevés alors même qu'il n'y a pas la poussée de la spondylarthrite. Et du coup, ce n'est pas uniquement que ces questions-là, c'est tout un ensemble qui doit être pris en compte pour pouvoir interpréter. En revanche, les radios, on ne les refait pas de façon systématique pour savoir si la personne est en poussée. L'IRM peut aider dans des cas difficiles parce que quelquefois, ça va être sur l'IRM qu'on va conforter notre diagnostic de poussée de spondylarthrite par une inflammation. Dans la grande majorité des cas, on n'en a pas besoin, mais ça peut arriver qu'on ait besoin d'une IRM, du rachis et ou des articulations sacroiliaques pour savoir s'il y a une poussée. Mais en dehors de ça, on arrive le plus souvent à délimiter la poussée par les questionnaires et l'interrogatoire en règle générale. Alors, vous aviez parlé tout à l'heure d'arrêter la cigarette dans le cadre d'une spondylarthrite. Alors, cigarette et vapoteuse ont-ils la même conséquence sur la maladie? Alors ça, c'est une excellente question et en fait, on ne sait pas. On ne sait pas parce que les études qui sont à notre disposition ont été faites à partir de données sur le tabac et donc le fait de fumer du tabac et pas le vapotage. Donc là, c'est on va dire, bon, en règle générale, on dit que mieux vaut vapoter que de fumer du tabac. Bon, mais pour la question précise concernant la spondylarthrite, on ne sait pas. Il faut dire la vérité, on ne sait pas. Alors, vos patients ont généralement des poussées d'une durée moyenne de quelle durée? Les poussées peuvent avoir des durées différentes en jours, mois, chez un même patient. Ah oui, oui, absolument. Les poussées, c'est très variable au niveau individuel et au niveau d'un groupe. Il peut y avoir des poussées parfois de quelques jours uniquement. Il peut y avoir des poussées de quelques semaines. Il peut y avoir des poussées de plusieurs mois. Donc tout est possible. Tout est possible. Hein. En revanche, pas des poussées de quelques heures. Là, il faut quand même voir s'il n'y a pas autre chose. Si la douleur ne vient pas d'autre chose, un problème mécanique ou autre, mais des poussées de quelques heures, ça non. En général, il faut que ce soit des poussées de quelques jours. Hein. Par expérience et pratique, sur une SPA déclarée à l'âge de 24 ans, combien de temps peut-on prendre les ENS? Des dizaines d'années. C'est tout à fait possible. On a tous, en tant que rhumatologue, des personnes qui prennent des anti-inflammatoires depuis des dizaines d'années. Je vais moduler un tout petit peu ma réponse. En règle générale, ces personnes qui prennent des anti-inflammatoires depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, bien souvent ne le prennent pas en continu. Ils le prennent au moment des poussées et quand ils sont en dehors des poussées,
ils réduisent énormément la dose, voire même ils l'arrêtent. Voilà. Et ça, c'est des personnes qui se considèrent comme étant très bien contrôlées avec leur anti-inflammatoire. Je me méfie un petit peu plus des personnes qui prennent anti-inflammatoires à forte dose, en continu, et qui, malgré cela, disent « Bon, ça va, je vais bien, je suis réveillé peut-être une fois la nuit, mais bon, je m'y fais. » Ou alors, oui, j'ai un dérouillage matinal quand même qui dure une petite heure, une demi-heure, mais bon, depuis le temps, voilà, maintenant, je m'y suis habitué. Voilà, je me méfie un petit peu de ces habitudes à avoir mal. Et il m'est déjà arrivé dans des cas comme ça, vous voyez, avec un anti-inflammatoire pris en continu, forte dose, et qui malgré ça, eh bien, ne sont pas parfaits, de dire, écoutez, on va quand même essayer une biothérapie, on va voir, et puis si au bout de 3 mois, la situation est un peu identique à ce que vous aviez quand vous preniez des anti-inflammatoires, dans ces cas-là, on reviendra aux anti-inflammatoires. En revanche, j'ai quand même des patients qui ont été complètement transformés alors qu'ils pensaient qu'ils étaient plutôt bien. Vous voyez? Donc, à force d'être habitué à avoir mal, au final, on trouve normal d'être réveillé la nuit par ces douleurs, on trouve normal d'avoir besoin d'une heure pour se dérouiller le matin, on trouve normal de ne plus pouvoir faire certaines choses dans sa vie quotidienne. Non, c'est pas normal. Voilà, donc il faut essayer. Alors parfois ça marche pas, mais voilà, il ne faut pas non plus considérer que c'est normal. Alors une question qui est peut-être à ce que vous avez répondu précédemment. Quels sont les problèmes que l'on rencontre à prendre des ENS sur du long terme? Alors, prendre des anti-inflammatoires, tout est une question de bénéfice-risque. Voilà, faut faire quand même très attention. C'est-à-dire que si en prenant un anti-inflammatoire régulièrement, qu'il est bien toléré, on va parler de la tolérance, qu'il est bien toléré, et que grâce à ça, on est capable d'avoir une vie active normale, les bénéfices sont beaucoup, beaucoup plus importants que ce que je vais vous dire maintenant sur les risques. D'accord? Donc, c'est une question de balance bénéfice-risque. Maintenant, les risques de prendre un anti-inflammatoire au long cours, on les connaît très bien. C'est des risques qui peuvent être pour les reins, les risques rénaux, donc la fonction rénale. Donc, c'est pas mal de faire une fois par an un bilan pour s'assurer que la fonction rénale est normale. Ça peut être des problèmes au foie. Donc, c'est pas mal, une fois de temps en temps, d'aller faire un petit bilan hépatique quand on est sous anti-inflammatoire au long cours. Ça peut être des problèmes digestifs, mais là, ça, en général, quand on a des problèmes digestifs qui provoquent des brûlures, etc., on ne continue pas en général au long cours le traitement, on ne le supporte pas, donc ça s'arrête avant. On peut avoir effectivement des problèmes digestifs autres, hémorragie digestive, mais souvent, ces hémorragies digestives sous anti-inflammatoires surviennent plutôt dans les premiers mois, plutôt que après 10 ans, mais ça peut arriver quand même. Donc, vous voyez, je vous fais un petit peu une liste à l'après-vert, mais encore une fois, tout ça est à prendre en compte avec la balance bénéfice-risque. On peut aujourd'hui, on le sait, avoir des problèmes plutôt d'ordre cardiovasculaire. On a vu des augmentations de risque d'angine de poitrine, d'infarctus. Donc, ça existe aussi. Mais c'est bien souvent aussi quand il y a eu un terrain cardiovasculaire qui fait que d'ailleurs, en général, on évite les anti-inflammatoires quand il y a un terrain cardiovasculaire. Donc oui, bien sûr, il y a des risques quand on prend des anti-inflammatoires au long cours, mais tout ça est à prendre en compte avec les bénéfices du médicament. Et vous voyez, par exemple, je vous parle du problème cardiovasculaire, mais est-ce qu'il vaut mieux prendre ce petit risque, parce qu'il reste quand même très faible, ce petit risque cardiovasculaire avec un anti-inflammatoire, mais continuer à avoir une bonne activité physique parce qu'on a pas mal, bien bouger, etc. Ou alors se dire, oh là là, c'est dangereux les anti-inflammatoires, j'arrête mon anti-inflammatoire, je préfère avoir mal plutôt que de prendre le risque du médicament. Et puis on a mal, on bouge moins, et sans s'en apercevoir, eh bien on augmente son risque cardiovasculaire parce qu'on bouge plus. Donc vous voyez, c'est pas si simple que ça. Prendre un médicament, évidemment, c'est également du risque. Mais ne pas prendre un médicament, c'est également du risque. Donc, vous voyez que la balance bénéfice-risque, il faut la considérer quand on prend un médicament,
mais il faut la considérer également quand on ne prend pas de médicament, la balance bénéfice-risque. C'est un risque parfois de ne pas prendre le médicament. En cas de SPA, y a-t-il des recommandations de traitement pour les personnes vivant avec le VIH? Alors, aujourd'hui, on considère que tout traitement peut être administré quand on a le VIH. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le VIH, on le contrôle avec les différents médicaments à disposition. C'est devenu une maladie chronique avec un traitement de fond qui est pris au quotidien ou en règle générale. Et ben voilà, on le prend en compte au même titre que n'importe quelle autre pathologie. C'est une comorbidité comme une autre et ça ne contre-indique aucun traitement actuel. Évidemment, à partir du moment où le VIH est contrôlé. Hein, parce que s'il n'est pas contrôlé, dans ces cas-là, pas contrôlé, ça veut dire que l'immunité est diminuée. Hein, alors que quand le VIH est contrôlé, l'immunité, elle est bonne. Donc, associer un traitement immunosuppresseur quand on est HIV non contrôlé, là oui, là on est d'accord, ça peut poser problème. Et en règle générale, on évite. On attend que le VIH soit bien contrôlé avant de pouvoir introduire un traitement qui peut éventuellement avoir un effet sur l'immunité. Mais sinon, ça ne pose pas de problème, on peut donner tous les traitements à notre disposition. En cas de spondylarthrite ankylosante déclarée depuis 3 ans, y a-t-il des possibilités d'avoir des poussées via les intestins? En clair, est-ce en lien avec la maladie et y a-t-il un régime particulier sur le long terme? Donc là, on aborde la question des liens entre inflammation du tube digestif et spondylarthrite. Hein. Comme vous savez, il y a des liens forts, en particulier avec la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, qui sont donc des inflammations du tube digestif. Et dans ces inflammations du tube digestif, dans ces maladies-là, on s'est aperçu qu'il y avait plus souvent des spondylarthrites. Il y a globalement deux grands types, pour faire simple, de rhumatisme associés aux maladies de Crohn ou rectocolite. Il y a la spondylarthrite qui est en fait indépendante du problème digestif. C'est-à-dire que chaque maladie évolue pour son propre compte. Il y a simplement ce terrain génétique un peu commun aux deux qui fait qu'on a plus souvent le risque d'avoir une spondylarthrite quand on a une inflammation du tube digestif et vice-versa. Bon. Mais en revanche, ce n'est pas parce qu'on va être en poussée de la maladie digestive que pour autant on va être en poussée de la spondylarthrite et vice-versa. Il y a une forme de rhumatisme inflammatoire qui est, elle, beaucoup plus périphérique et qui est en parallèle avec les poussées d'inflammation du tube digestif. Même parfois, les personnes peuvent prédire leur poussée digestive parce qu'elles s'aperçoivent qu'elles sont en poussée d'inflammation articulaire. Dans ces cas-là, c'est rarement la colonne vertébrale, c'est bien souvent des atteintes périphériques. Après, il y a des cas particuliers où il peut y avoir un petit peu des deux. Donc, en fait, chaque personne est un cas particulier pour cette question précisément. Si la personne s'est aperçue qu'à chaque fois qu'elle était en poussée articulaire, elle était en poussée digestive et vice-versa, ben dans ces cas-là, il faut tenir compte de ça. Et dans ces cas-là, il faut contrôler l'inflammation digestive pour contrôler l'inflammation articulaire. En dehors de la maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique, il n'y a pas de lien direct avec les autres problèmes digestifs. Donc une colopathie fonctionnelle, par exemple, ne va pas être plus accentuée au moment d'une poussée digestive, au moment d'une poussée articulaire. En règle générale, encore une fois, il y a toujours des cas particuliers. Alors, est-il possible qu'il y ait une accoutumance aux médicaments et qu'il n'y ait plus de résultats au bout d'une vingtaine d'années d'anti-TNF, même en ayant switché avec d'autres anti-TNF? Alors, oui. Alors, je ne sais pas si vous me voyez. Est-ce que vous m'entendez? Oui, professeur, nous vous entendons. Pardon. Oui, parce que moi, mon écran, à un moment donné, a disparu. Oui, non, en fait, ce n'est pas une dépendance. Ce n'est pas par dépendance. C'est qu'il y a un échappement.
c'est différent. Hein. Une dépendance, ça voudrait dire qu'il faut toujours plus. Il faut toujours plus de doses, il faut toujours plus fort, il faut toujours, etc. Ça, c'est de la dépendance. Là, c'est pas de la dépendance. Sans qu'on sache pourquoi, au bout d'un certain temps, ça peut être au bout de 3 mois, ça peut être au bout de 6 mois, ça peut être au bout d'1 an, ça peut être au bout de 5 ans, ça peut être au bout de 10 ans, il va y avoir un échappement et le traitement n'est plus efficace. C'est dans ces cas-là qu'on change de traitement et on est bien content d'avoir à notre disposition de plus en plus de molécules pour justement permettre ces différents changements thérapeutiques. Donc, voilà, il ne faut pas considérer ça comme étant une dépendance, mais comme étant un échappement au traitement sans qu'on comprenne bien pourquoi. Alors, au bout de combien de temps un anti-TNF fait-il effet en général? On dit qu'un anti-TNF, alors je transforme un tout petit peu la question, mais je vais y venir. On dit qu'un anti-TNF est inefficace si au bout de 3 mois, on n'a pas eu une efficacité franche. Pas nécessairement encore la rémission complète, mais au moins déjà une très bonne efficacité. Mais j'ai beaucoup de patients qui, dès la première injection, ont un effet. D'autres, au bout de 2 ou 3 injections. Donc, ça peut être très rapide. Mais ce n'est pas parce que l'effet n'est pas encore là au bout d'1 mois ou 1 mois et demi que pour autant, on va dire que ça y est, c'est foutu. Non, on va attendre. On va attendre au moins 3 mois. Si au bout de 3 mois, il n'y a pas d'effet, là, on va dire, ça ne marche pas et on va changer. Hein. Mais si au bout de 3 mois, il y a déjà un bon effet, ce n'est pas encore total, mais il y a déjà un bon effet, on va le poursuivre. Alors, une question, y a-t-il des différences sur le développement d'une spondylarthrite déclenchée soit après un traumatisme, accident éventuellement, soit de façon naturelle en possédant le gène? Alors non, ça a pu être évoqué, mais en gros, si vous voulez, une spondylarthrite, c'est la rencontre entre un terrain génétique, comme vous savez, c'est souvent le terrain génétique qu'on appelle B27, mais il n'y a pas que celui-là, et un élément d'environnement. Ça peut être un jour on rencontre telle ou telle infection, tel ou tel microbe, ça peut être un traumatisme, ça peut être un stress. Voilà, il se passe quelque chose dans l'environnement. Il y a d'ailleurs certainement des facteurs environnementaux qu'on ne connaît pas encore bien. Et c'est cette rencontre entre ce terrain génétique et ce facteur environnemental qui fait que, à un moment donné, eh bien, la maladie arrive. Voilà. Dire que la forme de la spondylarthrite va être différente si c'est plutôt par le facteur environnemental ou par le facteur génétique voudrait dire que l'un exclut l'autre, ce qui n'est pas le cas. C'est la rencontre des deux. Sauf que le terrain génétique, parfois, on ne le connaît pas, et on ne le connaît pas même après avoir fait des analyses, hein, parce qu'on ne connaît pas tout encore de la maladie, il y a encore des éléments génétiques qu'on ne connaît pas. Et puis les facteurs environnementaux, comme je vous ai dit encore, on ne les connaît pas tous. Hein. Et donc en fait, que ce soit parce que on accorde plus d'importance aux facteurs environnementaux ou on va accorder plus d'importance aux facteurs génétiques, pour autant, la spondylarthrite qui va se déclarer n'aura pas de rapport plus important avec tel ou tel facteur génétique ou environnemental. Alors, professeur, sous biothérapie, ENS en poussée, cela ne suffit pas. Du tramadol en plus en cas de douleur, cela ne fonctionne pas vraiment. Vos patients ont-ils le même sentiment? Bah, en fait, c'est très très variable d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui vont répondre avec uniquement un anti-inflammatoire non stéroïdien et d'autres, malgré la biothérapie, l'anti-inflammatoire non stéroïdien, les antalgiques périphériques type tramadol ou autre, malgré tout ça, eh bien, n'ont pas l'efficacité escomptée. Alors évidemment, c'est dans ces cas-là où on repose la question du diagnostic. Est-ce qu'on est bien sûr que c'est la spondylarthrite? Est-ce qu'il n'y a pas également une composante fibromyalgique qui viendrait surajouter et dont on sait que tous ces médicaments sont
inefficace. Donc voilà, on essaye de comprendre s'il y a une intrication avec une autre cause de la douleur, mais parfois non. Hein, parfois il y a des patients qui sont extrêmement réfractaires et pour lesquels on a des difficultés. C'est justement là où on est content d'avoir des nouvelles molécules qui viennent pour essayer. Mais voilà, c'est vraiment variable d'une personne à une autre et on réévalue à chaque fois. En cas de douleur récidivante, c'est-à-dire en cas d'accoutumance à la douleur qui persiste et qui ne passe pas malgré les traitements, quelles sont les alternatives? Alors les alternatives, moi, si vous voulez, dans ces cas-là, je m'appuie beaucoup sur le centre antidouleur. Hein. On a un centre antidouleur, par exemple, à Saint-Antoine, mais il en existe beaucoup d'autres, hein, dans d'autres hôpitaux, bien sûr, qui vont justement mettre en place tout un environnement de prise en charge de la douleur qui peut être par la relaxation, qui peut être par d'autres approches cognitivo-comportementales qui vont essayer de trouver d'autres moyens d'atténuer le seuil de la douleur de telle sorte que, eh bien, malgré le fait que les traitements n'aient pas l'efficacité optimale, puissent quand même avoir un seuil de douleur compatible avec une vie normale. Même si je sais que ce n'est pas toujours le cas et qu'il y a des personnes parfois qui ont les plus grandes difficultés pour trouver ça. Mais voilà, je m'appuie aussi sur ce genre de prise en charge quand ça devient vraiment compliqué. Après la liste des risques avec les ENS, les risques des biothérapies sont-ils aussi nombreux? Alors bon, j'espère que vous n'avez pas fait peur avec les anti-inflammatoires parce que ça reste quand même la famille de médicaments, l'une des familles de médicaments la mieux tolérée. Hein. C'est pas parce que la liste est longue que pour autant c'est fréquent. Hein. C'est même plutôt l'inverse. Bon, et encore une fois, je rappelle que c'est balance bénéfice-risque. Hein. Pour les biothérapies, bah, c'est sûr que si on commence à rouler l'ensemble, on va trouver plein de choses. Hein. En gros, on fait attention à quoi avec les biothérapies? C'est surtout les infections. Voilà. Pour les anti-inflammatoires non stéroïdiens, je ne vous l'ai pas mis dans la liste. Hein. Mais pour ce qui est des biothérapies, c'est ça qu'on regarde surtout. Au moment où on met en route le traitement par une biothérapie, on s'assure qu'il n'y a pas d'infection sous-jacente qui pourrait se réveiller avec le traitement. Par exemple, la tuberculose, des foyers infectieux dentaires, des foyers infectieux sinusaux ou autres foyers infectieux. Voilà, on s'assure avec un bilan simple. Nous, on met en place un hôpital de jour pour ça, pour s'assurer qu'il n'y a pas de foyer infectieux qui pourrait se réveiller lors de la mise en route du traitement par biothérapie. Ensuite, ben, il y a, on continue à faire attention, mais pour ça, on éduque en fait les personnes pour qu'elles-mêmes, elles puissent gérer quand il y a une infection qui survient, parce qu'il peut toujours y en avoir, hein, même sans biothérapie, mais là, si on a une biothérapie qui a une infection, il faut savoir gérer et savoir apprendre avec ça. Vous savez qu'il y a même une application hein, qui a été développée par la Société française de rhumatologie qui s'appelle iBoot, HIB2OT, hein, qu'on retrouve sur vos stores préférés, que ce soit sur l'Apple Store ou que ce soit sur Android, vous trouverez cette application iBoot hein, et qui va vous aider à gérer en cas d'infection, à s'autogérer quoi quelque part. Donc on fait attention aux infections, même si surtout dans la spondylarthrite où bien souvent il n'y a pas énormément de traitement, il y a bien souvent que la biothérapie. Eh bien, ces infections, ça reste quand même extrêmement rare. Pour tout ce qui est des cancers, parce qu'on a beaucoup parlé des cancers au début des biothérapies, maintenant qu'on a 20 ans de recul avec ces biothérapies, franchement, chaque année, on est rassuré. Chaque année qui passe, on est à chaque fois beaucoup plus rassuré. Donc vraiment, aujourd'hui, ce n'est plus un problème. Et donc, oui, on surveille un peu la peau pour des cancers type basocellulaire, c'est-à-dire extrêmement, en fait, c'est des cancers bénins hein, qui n'ont pas de conséquences. À partir du moment où on le voit, c'est souvent sur le visage, on le retire. Mais bon, ça reste quand même très rare. Et puis, c'est pas un cancer qui métastase, et c'est quelque chose qu'on peut retirer. En dehors de celui-ci, franchement, on a de moins en moins d'inquiétudes
avec les biothérapies, je crois que vraiment vous pouvez être rassuré avec ça. Alors, comment choisir entre les ENS et prise de poids, déprime et faire de l'activité physique? Devons-nous choisir les ENS pour réduire l'activité de la maladie? Alors là, il ne faut pas choisir, il faut tout faire. C'est-à-dire que on sait que quand on est en surpoids, eh bien, on a plus de risques de contrôler la maladie avec les différents traitements. Les traitements sont d'autant plus efficaces qu'il n'y a pas de surpoids. De même, l'activité physique, traitement ou pas traitement, c'est indispensable pour contrôler la spondylarthrite. Donc, il faut également faire cette activité physique. Et pour faire cette activité physique, il faut avoir moins d'inflammation. Et pour avoir moins d'inflammation, les anti-inflammatoires en première intention, c'est bien souvent la solution. Donc voilà, l'un n'exclut pas l'autre, il faut associer tout ça. Peut-on avoir une ESA depuis longtemps avec scanner et IRM négatif? Oui, on peut avoir des spondylarthrites à imagerie normale, ça existe. C'est dans ces cas-là où on se méfie d'une fibromyalgie où on peut avoir des signes qui ressemblent beaucoup à une spondylarthrite et qui en fait sont à mettre sur le compte d'une fibromyalgie. Donc il faut vraiment faire très attention quand on pose un diagnostic de spondylarthrite à radio normale quand ça fait très longtemps qu'il y a des douleurs. Mais on ne peut pas non plus complètement l'exclure, et en particulier s'il y a une CRP, c'est-à-dire s'il y a de l'inflammation dans le sang. S'il y a de l'inflammation dans le sang et que l'imagerie est normale, oui, on peut tout à fait avoir une spondylarthrite. Quand on a une imagerie normale et une CRP normale, là vraiment, on va beaucoup douter. Alors, une internaute qui nous demande si les interactions médicamenteuses entre les anti-TNF et le vaccin contre la Covid ont été étudiées et s'il vaut mieux, en étant jeune, sans comorbidité, éviter de se faire vacciner pour le moment. Alors, la réponse est, il ne faut pas attendre. Dès que vous pourrez, faites-vous vacciner. Il n'y a absolument aucun risque. Vous voyez, je m'engage. Hein, il n'y a absolument aucun risque que, une fois vacciné, ça ait une influence sur la spondylarthrite. Alors vous allez me dire, ah bah oui, mais moi j'ai été vacciné et puis 15 jours après, j'ai fait une poussée de maladie. Oui, d'accord, mais vient d'être. J'ai une histoire en tête là très très récente de cette semaine d'une personne qui a fait un gros malaise cardiaque au moment de la vaccination, sauf que c'était 1 heure avant. Voilà. Et elle fait le gros malaise cardiaque. D'accord? Imaginons que ça ait eu lieu 1 heure après. C'est sûr qu'on aurait dit, bah voilà, c'est le vaccin qui a provoqué le malaise cardiaque. Hein. Donc voilà. Aujourd'hui, pour vous protéger, parce que moi, j'ai quand même vu des jeunes. Hein, j'ai vu des jeunes hospitalisés avec des Covid graves. Hein. Les Covid avec les nouveaux variants, c'est pas que les personnes âgées, hein, c'est des personnes parfois jeunes. Et en plus de ça, vous allez protéger votre entourage parce que vous allez participer à l'immunité collective et vous allez éviter de transmettre la Covid que peut-être vous ferez de façon asymptomatique à des personnes qui malheureusement, elles, vont être contaminées et ne vont pas la faire de façon asymptomatique, mais vont faire une forme grave. Tous les jours, il y a encore des Covid qui arrivent sur l'hôpital, des formes graves, tous les jours. Donc, faites-vous vacciner dès que vous pouvez. Dès que vous pouvez, faites-vous vacciner. Vous vous protégerez les autres. Quel traitement pour le rhumatisme psoriasique après des échecs des traitements synthétiques tels que méthotrexate et CRP-B? Eh bien, écoutez, toutes les biothérapies dont on a parlé peuvent être efficaces. On rajoute même une qui est donc l'anti-IL-12, IL-23, qui est l'ustekinumab, mais sinon tous les anti-TNF, les anti-IL-17, donc l'ustekinumab, même maintenant certains JAK inhibiteurs. Donc voilà, la liste est longue. Il y a plein de possibilités de traitement pour le rhumatisme psoriasique. Plein. Alors, alcoolisme et SPA. L'alcool réduit la douleur. Suis-je un cas à part ou
constatez-vous ce type de problématique chez vos patients? À savoir que si on prend de l'alcool, on peut éventuellement avoir moins mal. Ouais, ça bien évidemment, hein, c'est connu, hein, c'est bien connu, hein, l'effet anesthésiant, calmant de l'alcool est parfaitement bien connu, et c'est bien là le risque, et c'est bien là le problème justement, puisque je vais enfoncer une porte ouverte, mais tout le monde connaît bien les conséquences de l'alcoolisme chronique. Et donc, dans la balance bénéfice-risque, les risques sont très, 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 très nettement, largement supérieurs aux risques. Et il faut au contraire essayer de trouver les moyens de contrôler la douleur autrement pour que justement, il ne soit plus nécessaire de prendre cette dose d'alcool pour limiter la douleur. Hein, donc, voilà, c'est encore une fois une balance bénéfice-risque. Les régimes excluant les produits laitiers sont-ils efficaces en cas de SPA? Non, aucun régime excluant n'a démontré son efficacité. Et vous voyez, c'était même mis dans les recommandations. Les régimes excluants, que ce soit, alors bon, ça dépend des années. Hein, c'est vraiment les régimes d'exclusion, c'est des modes, hein, en fait. Hein. Donc là, on a vécu il n'y a pas longtemps le régime sans gluten. Hein. Il y a eu le régime sans lait, le régime sans viande. Bon, il y a constamment des régimes sans quelque chose. Je suis sûr que là, l'imagination est absolument formidable. Et donc, on va bientôt avoir d'autres auxquels on n'avait pas pensé. Et voilà. Et je suis sûr que, même peut-être parmi certains ou certaines d'entre vous qui m'écoutez, vous allez dire comment? Mais moi, j'ai suivi le régime. Et depuis que je prends plus ça, eh ben, j'ai moins mal. Ce qui ne prouve rien. Ce qui ne prouve rien. Parce que rien ne dit que l'efficacité soit liée à l'effet placebo. Alors vous allez me dire comment? Mais moi, c'est pas possible, c'est pas l'effet placebo, je le sais bien. Personne ne sait quand on répond à un effet placebo ou pas. L'effet placebo est tellement puissant que ça peut faire des miracles. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Suivre un régime d'exclusion, c'est dangereux quand il commence à provoquer des déficits en vitamines ou des déficits en calcium ou des déficits en quelque chose. Donc, les régimes d'exclusion, c'est ça leur problème. Hein. Alors, si vous me dites, voilà, je suis un régime sans gluten, mais je suis encadré par une diététicienne qui s'assure que je n'ai aucun problème voilà, que c'est compensé par d'autres aliments ou d'autres vitamines ou quoi, bon, après tout, si c'est quelque chose qui vous permet d'aller mieux et que ça n'a, encore une fois, c'est bénéfice-risque, hein, et ben dans ces cas-là, voilà, pourquoi pas. Mais d'un point de vue purement scientifique, les études ne montrent à l'heure d'aujourd'hui aucun régime d'exclusion comme étant efficace dans la spondylarthrite. En ce moment, on parle beaucoup des régimes anti-inflammatoires, c'est pareil. Même les régimes oméga 3, auxquels on a dit tant de bien, on est en train d'y revenir, y compris même pour le cardiovasculaire. Donc, vous imaginez. Voilà, ces régimes. Voilà, le seul régime intéressant, c'est le régime qui fait perdre du poids quand on est en surpoids, parce que ça, on sait que ça pose problème pour l'efficacité des médicaments, entre autres. Alors, malgré les biothérapies et les ENS qui réduisent la majorité du temps la douleur, la fatigue n'est pas réglée du tout. Le temps de repos est très limité et la journée de travail est difficile. Que pouvons-nous faire pour réduire cette fatigue? Ah oui, bon, alors là, c'est une très bonne remarque, très bonne question et très fréquente. Et vraiment, c'est aujourd'hui un problème dont on a conscience au niveau même international, dans les congrès, etc., et qui nous pose énormément de problèmes, parce que avec nos échelles d'évaluation, de Basdaï, etc., ou autres, voilà, le docteur est content, mais le patient il dit bah oui mais moi je suis épuisé, ça m'empêche de faire plein de choses dans ma vie quotidienne, etc. Et le docteur vous dit bah oui mais moi je vois bien, hein, tout va bien, voilà.
Donc, c'est un vrai problème. Écoutez, j'ai pas de solution miracle. Ce que j'ai remarqué, moi, avec mes patients, c'est deux éléments. Parfois, c'est par manque d'activité physique. Et dans ces cas-là, c'est d'ailleurs la première chose que je propose. Je regarde bien. Il n'y a pas de problème d'activité de la maladie. La maladie par elle-même est bien contrôlée. Et je dis, écoutez, mettez le paquet sur l'activité physique. On en reparle la prochaine fois. On va voir. J'ai parfois des personnes qui me disent, ah oui, effectivement, depuis que finalement, je me suis vraiment mis à l'activité physique, ce qui est facile à dire et bien plus compliqué à faire, bah depuis, effectivement, je me sens vraiment moins fatigué. La deuxième possibilité que je vois également, c'est des déprimes. Et des déprimes qui n'ont pas l'air comme ça et qui se manifestent uniquement par la fatigue. Parce que quand on a été tellement douloureux, tellement inflammatoire, qu'on est en plein dans l'action pour essayer de réduire son inflammation, pour essayer de réduire ses douleurs, pour essayer de redormir la nuit, pour essayer de ne plus avoir mal le matin au réveil, eh bien, on est dans l'action, on a trouvé le bon traitement, ça y est, c'est bon, on a contrôlé la maladie, voilà, et là, paf, c'est tout qui retombe, quoi, si vous voulez. Et là, il peut apparaître une dépression. Hein. Et donc, il faut faire attention à cette dépression qui peut paraître un peu paradoxale puisqu'on va mieux. Hein. Mais finalement, on va mieux. Mais quelquefois, c'est peut-être le bon moment pour commencer à parler de sa maladie. On se dit, ah bah oui, mais j'ai quand même une maladie chronique, etc. Et quel va être le retentissement finalement au long terme. Donc toutes ces questions-là peuvent provoquer un certain niveau de déprime qui peut uniquement se manifester par de la fatigue. C'est peut-être le bon moment d'en parler. La part des patients sous antidépresseurs est-elle importante en cas de SPA? Oui, c'est pas rare du tout. Hein. Justement, vous voyez, c'est ce que je viens de dire, des personnes qui finalement ont parlé de leurs problèmes. C'est rarement en pleine poussée, ça peut arriver, c'est rarement en pleine poussée, encore une fois, parce que quand on est dans la poussée, on n'a qu'un but, c'est de trouver un moyen avec les médicaments pour essayer d'aller mieux. C'est souvent après, c'est souvent quand on est plutôt dans le côté où… alors évidemment, si on est parfaitement bien contrôlé, que tout va bien, que bon bah là ça va, on a retrouvé sa vie normale et puis tout va bien. Mais quelquefois, il reste quand même encore des douleurs, on n'est quand même pas comme avant, et c'est là où il peut arriver une déprime. Et c'est effectivement là des patients qui peuvent profiter, on va dire, d'une prise en charge de la dépression. Je ne dis pas nécessairement traitement antidépresseur, mais d'une prise en charge de la dépression. Alors, le point sur les ALS a été fait. Quels sont les risques à long terme quand on prend du méthotrexate? Alors, le méthotrexate à long terme, là, pour le coup, c'est pas très compliqué parce que on vous demande une prise de sang tous les 3 mois. En général, hein, ça peut être tous les 6 mois. Et c'est grâce à cette prise de sang que l'on peut savoir si peuvent apparaître des effets secondaires. Donc, on regarde le foie avec les transaminases et on regarde la prise de sang avec la numération. Et si la numération est normale et que le bilan hépatique est normal, et ben dans ces cas-là, on est tranquille. À long terme, il ne se passera rien. Hein. Donc, on a la chance d'avoir ces indicateurs sur les prises de sang. Donc, pas d'inquiétude. Alors, professeur, la dernière question que je ne sais plus où j'en suis. Alors, bah non, en fait, bon, je n'ai plus de questions, visiblement. Je crois me rappeler avoir vu une question qui avait été posée en amont sur la cryothérapie. Il me semble, non? Peut-être. Alors, peut-être bien, oui. Alors, je me pose la question, puis je vous réponds. Oui, voilà. Posez-vous la question, est-ce que la cryothérapie est efficace en cas de spondylarthrite? Voilà, c'est ça. J'ai pas mal de personnes qui retirent un bénéfice de la cryothérapie. Hein, vous savez, hein, vous passez quelques secondes ou en général c'est une minute dans une chambre très froide et qui en ressentent un bénéfice. J'ai en mémoire une
une personne comme ça qui en retire vraiment un bénéfice et qui va une fois par semaine faire une séance de cryothérapie. Les études qui ont été faites d'un point de vue scientifique, d'abord sont difficiles à réaliser comme vous pouvez l'imaginer parce que comment faire un groupe placebo quand on fait une cryothérapie? Moi, je vois pas. Et donc, oui, les patients vont mieux après, mais est-ce que moi, je ne l'exclurais pas, si vous voulez. Après, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, ça a un certain coût quand même, hein, 30, 40 euros par la séance, hein, donc voilà. Mais voilà, j'ai certaines personnes qui en retirent un bénéfice. Je ne vois pas. Évidemment, une fois qu'on a éliminé toutes les contre-indications, mais ça, ils savent le faire, hein, éliminer des problèmes cardiaques ou autres, donc toutes les contre-indications éliminées. Une fois que ça c'est fait, je ne vois pas d'inconvénient à ce que des personnes aient ce genre de prise en charge. Alors, une Voilà. dernière question. Est-ce que la Covid peut engendrer une aggravation de la spondylarthrite en créant des inflammations supplémentaires? Ah, eh bien, écoutez, il y a une étude en cours là-dessus, pas uniquement pour la spondylarthrite, pour tous les rhumatismes inflammatoires chroniques, recensés au niveau international. Il y a un regroupement, enfin, on va dire un groupe de rhumatologues internationaux qui regroupe un petit peu toutes les observations sur ce sujet-là. On peut pas l'exclure, on ne peut pas l'exclure, mais il faut attendre encore un peu parce que c'est des études qui sont en cours. On ne peut pas l'exclure à l'occasion d'une infection Covid, provoquant donc une faiblesse quand même quelque part, du coup, d'aller vers une poussée de rhumatisme inflammatoire. Alors, une toute dernière question, promis. Ménopause et SPA, y a-t-il des effets accentués de la maladie à ce moment-là? Des effets accentués de la maladie, donc des effets accentués de la spondylarthrite sur la ménopause, c'est Oui, ça? professeur. Oui. C'est comme ça que j'interprète. Je dirais que non. Il n'y a pas de raison que le fait d'avoir une spondylarthrite accentue les signes de ménopause. On a parlé de l'ostéoporose, hein, où effectivement on contrôle ce risque de fragilité osseuse. En fait, c'est quand on n'a pas contrôlé la spondylarthrite et que l'inflammation perdure. Hein, d'accord? Et donc il n'y a pas d'activité physique. Le fait d'avoir de l'inflammation chronique et un manque d'activité physique sont deux facteurs de risque d'ostéoporose. Et au moment de la ménopause, vous savez que c'est à ce moment-là que l'ostéoporose peut s'accélérer. Eh bien, voilà. En dehors de ça, je dirais qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait de conséquences plus importantes de la ménopause. Par exemple, je pense aux bouffées de chaleur. Il n'y a pas de raison. Alors, professeur, on va abuser un peu plus de votre temps. Un œdème sur la colonne et SA, quel est votre sentiment sur ce problème? En fait, quand on parle d'œdème sur la colonne, c'est parce qu'il y a eu une IRM qui a été faite et sur l'IRM est décrit dans le compte-rendu œdème de la vertèbre un tel ou un tel ou un tel. En fait, c'est en général un signe d'inflammation et donc ça peut faire partie des éléments pour, si jamais il y a une accentuation des douleurs, qui peut nous faire pencher vers une poussée de la maladie. Maintenant, on peut avoir une spondylarthrite parfaitement bien équilibrée, une IRM est demandée, bon voilà, pour une raison X ou Y, et sont décrits des œdèmes, on ne va pas en tenir compte. Eh bien, merci, professeur. Nous n'avons plus de questions. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, professeur, pour avoir pris le temps de venir nous expliquer tous ces mécanismes, de répondre à toutes ces questions. Eh bien, écoutez, merci à tous d'avoir participé. Merci, au revoir. Et surtout, merci beaucoup, professeur. Prenez soin de vous et vaccinez-vous. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.